Bonjour à tous, bienvenue à notre troisième séance du cours d'économie. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions sur les éléments de la comptabilité nationale. Vous avez toujours votre facilitateur, Dr Lassana Touré, enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie et de médecine animale de l'Université de Ségou. En introduction, il faut savoir c'est quoi la comptabilité nationale. La comptabilité nationale décrit l'activité économique d'un pays au cours d'une année. Et elle donne également l'ensemble des résultats de cette économie. Donc, elle décrit l'activité économique d'un pays au cours d'une année et également elle donne aussi l'ensemble. Bon, en fait, ces résultats sont appréciés à partir d'un certain nombre de grandeurs ou agrégats économiques. Et l'évaluation de ces agrégats aussi repose sur ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ce n'est rien d'autre que la contribution de chaque agent dans l'économie. Maintenant, j'ai parlé de la contribution de chaque agent dans l'économie. Maintenant, qu'est-ce qu'un agent économique? On appelle aussi unité institutionnelle. Un agent économique ou unité institutionnelle est généralement un centre élémentaire de décision qui jouissent d'une certaine autonomie pour exercer ses activités. Donc, les agents économiques, généralement, doivent posséder une comptabilité où on soit capable quand même de pouvoir reconstituer leur comptabilité. Et également, l'économie est constituée même d'agents résidents et d'agents non résidents. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas résidents dans une économie, on les considère généralement comme le reste du monde. Comme je l'ai dit, un agent économique, c'est vraiment un centre élémentaire de décision qui jouit d'une certaine autonomie pour exercer ses activités économiques. Donc, il doit posséder une comptabilité ou bien nous pouvons reconstituer sa comptabilité. Maintenant, un agent est résident dans un pays s'il demeure au moins un an. On considère qu'un agent est résident dans un pays s'il demeure dans ce pays au moins un an, ou également s'il exerce ses activités principales. Dans le cas contraire, il est considéré comme un agent non résident. Euh, les agents résidents sont divisés en 6 catégories, donc selon leur fonction principale, selon la nature de leurs activités et selon aussi l'origine de leurs ressources. Maintenant, le premier type d'agents, on les appelle généralement les sociétés et quasi-sociétés non financières. Donc, elles regroupent les agents dont la fonction principale est la production des biens et services marchands, mais non financiers. Maintenant, leurs ressources proviennent de leur production. Les ressources proviennent de leur production. Euh, euh, on distingue généralement, mais quand je dis de la production, c'est on va dire de 50% de la production parce qu'il y a les subventions. Euh, il y a généralement deux types de sociétés et sociétés non financières. Donc, vous avez ce qu'on appelle les sociétés et sociétés non financières privées. Et vous avez les sociétés et sociétés non financières publiques. Le deuxième type d'agents, on les appelle les institutions de crédit ou institutions financières. La fonction principale des institutions de crédit, c'est le financement de l'activité économique. Donc, par le financement de l'activité économique, c'est-à-dire de pouvoir, les institutions de crédit arrivent à collecter les fonds de leurs clients et octroyer des crédits. Nous avons les ressources vont provenir des dépôts collectés auprès des clients. Et vous avez les institutions de crédit non monétaires, qu'on les appelle généralement des établissements financiers. Et les institutions de crédit monétaires, on les appelle des banques. Vous avez également ce qu'on appelle les entreprises d'assurance. Les entreprises d'assurance regroupent les agents dont la fonction principale est l'assurance. Donc l'activité de l'assurance, c'est vraiment de pouvoir collecter les primes d'assurance et les cotisations et verser des indemnités en cas de sinistre, ça veut dire malheur ou de dommages. Maintenant, les ressources proviennent des primes d'assurance et des cotisations.
Maintenant, on distingue les organisations d'assurance et de crédit, qu'on appelle généralement les OMC, et les mutuelles d'assurance à but non lucratif. Ensuite, on passe aux ménages. Les ménages regroupent les agents dont la fonction principale est la consommation finale, et donc ainsi aussi que la production des biens et services marchands pour les entreprises. Donc, les ressources des ménages proviennent de leur salaire pour les travailleurs et de la production des biens et services pour les entreprises individuelles. Ensuite, nous avons l'administration publique. L'administration publique regroupe les agents dont la fonction principale est de produire des services non marchands et aussi de pouvoir effectuer des opérations de redistribution de revenus. Par exemple, le paiement des fonctionnaires, le paiement de la bourse des étudiants. Donc, c'est de pouvoir redistribuer le revenu. Donc, leurs ressources proviennent des impôts et des cotisations sociales. Maintenant, nous avons aussi des types d'institutions, des types d'administration publique. Vous avez l'administration publique centrale, donc ça c'est généralement l'État. Vous avez l'administration publique locale, donc les communautés rurales, les régions. Vous avez également l'administration publique de sécurité sociale, tout ce qui est hôpitaux publics, la caisse de sécurité sociale, l'institut de prévoyance retraite, etc. C'est l'administration de sécurité sociale. Vous avez également l'administration privée. Ça regroupe les agents dont la fonction principale est la production des services non marchands réservés aux ménages. Les ressources proviennent généralement de la contribution volontaire des ménages. Donc, exemple d'administration privée, ce sont les syndicats généralement. Donc, les syndicats font partie de l'administration privée. Maintenant, nous allons passer maintenant à la détermination de la valeur ajoutée. Donc, comme je disais à l'entame de mon introduction, la valeur ajoutée, c'est la contribution de chaque agent dans l'économie. Donc, la détermination de la valeur ajoutée se fait à travers le compte de production et la répartition de la valeur ajoutée se fait à partir du compte d'exploitation. Donc, nous allons voir le compte de production. Donc, le compte de production, vous avez les emplois, les ressources et vous avez la valeur ajoutée brute. Donc, vous avez la production de l'agent en question. Si par exemple cet agent produit 1500 milliards et il a comme consommation intermédiaire 300 milliards, donc la valeur ajoutée va faire 1500 moins 300, ça nous donne 1200. Donc la valeur ajoutée, ce n'est rien d'autre que la production moins la consommation intermédiaire. Maintenant, en ce qui concerne le calcul de la consommation intermédiaire, nous avons deux méthodes. La première méthode, on peut passer par la formule de la valeur ajoutée qui fait production moins consommation intermédiaire. Donc si je tire la consommation intermédiaire, ça sera production moins valeur ajoutée. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième méthode, la consommation intermédiaire, ça va être l'achat de biens de consommation intermédiaire qu'on va noter ici ABCI, moins variation de stock de biens de consommation intermédiaire, ici qu'on appelle variation de stock. Je vous donne un exemple. Si vous avez une entreprise de transport qui a acheté dans l'année pour 700 milliards, au début de l'année, la valeur du carburant en stock est de 200 milliards et à la fin de l'année, la valeur du carburant de cette entreprise en stock est de 600 milliards. Donc, votre variation de stock, ça va être d'abord stock final. Pour avoir la variation de stock ici, ça va être stock final moins stock initial. Donc, on aura 700 on aura 600 moins 200, ce qui va nous donner 300. Et ensuite, pour avoir la consommation intermédiaire, on va avoir l'achat de biens de consommation intermédiaire qui fait ici 700 milliards, moins 300, ça va nous donner moins 400, ça va nous donner 300 milliards. Ou directement, vous pouvez prendre l'achat de biens de consommation intermédiaire 700, moins, entre parenthèses, stock final 600, moins stock initial 200, vous fermez la parenthèse, ça vous donne 300 comme consommation intermédiaire. Maintenant, nous allons faire un peu un débriefing sur comment on calcule la production. Le calcul de la production, en ce qui concerne le calcul de la production des SQSNF, c'est la vente ou chiffre d'affaires plus variation de stock de biens produits. Vente ou chiffre d'affaires plus variation de stock de biens produits.
Donc un exemple, une entreprise de meubles a réalisé un chiffre d'affaires hors taxe dans l'année de 100. Le stock de meubles au début de l'année est 100 milliards et le stock de meubles en fin de période 600 milliards. Donc pour avoir la production, on fera chiffre d'affaires ici c'est 100 milliards. Donc on va ajouter à la variation du stock, donc 600 moins 100. Donc ça fait 500. Donc on aura 100 plus, euh, 100 plus 600 moins 100, ça fait 500. Donc ça va nous donner, si je ne me trompe pas, 700. Voilà, un truc comme ça. La production le calcul de la production des administrations publiques et privées. Donc pour la production des administrations publiques et privées, la production égale production marchande plus production non marchande. En ce qui concerne la production marchande des administrations publiques et privées, donc on a vente ou chiffre d'affaires, plus variation de stock de biens produits. En ce qui concerne maintenant le calcul de la production des administrations privées toujours, donc la production marchande, non marchande du moins, ça sera la somme des coûts de production. Et dans ça, vous avez la rémunération que l'administration verse aux salariés, plus la consommation du capital fixe, CCF, plus les consommations intermédiaires, plus les amortissements, plus les autres impôts indirects qu'on verse aux administrations, versés par les administrations publiques. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la production marchande des ménages. La production des ménages, c'est la production marchande plus la production non marchande. La production marchande des ménages, c'est la vente ou chiffre d'affaires des entrepreneurs individuels, plus la variation de stock de biens produits par les entrepreneurs individuels, plus ce qu'on appelle les services marchands de logement, si jamais le ménage fait des locations ou perçoit des loyers, plus aussi la production qui est issue de ce qu'on appelle les jardins familiaux, et aussi quand ils font des produits de bricolage. En ce qui concerne maintenant la production non marchande, c'est la somme des rémunérations versées généralement au personnel domestique, donc les techniciens de surface, les gardiens, etc. Maintenant, le calcul maintenant de la production des entreprises d'assurance. Pour la production des entreprises d'assurance, c'est la somme de la production des entreprises d'assurance et de capitalisation, CAC, plus la production aussi des mutuelles d'assurance. Donc la production des mutuelles d'assurance, ça c'est égal à la somme des coûts de production sur rémunération versée aux salariés, plus la consommation du capital fixe, plus les consommations intermédiaires, plus les amortissements, plus les autres impôts indirects versés. C'est la production des mutuelles d'assurance. Maintenant, le calcul maintenant de la production des institutions de crédit. Pour la production des institutions de crédit, c'est la production marchande, plus la production imputée des services bancaires qu'on appelle le PSB. Donc la production marchande des institutions de crédit, c'est le produit de la location des coffres, plus également le produit de la vente des cartes bancaires. En ce qui concerne la production imputée des services bancaires, ce sont les intérêts reçus, plus les dividendes reçus, moins les intérêts versés. Donc le compte d'exploitation maintenant, comme on a dit, le compte d'exploitation montre la répartition de la valeur ajoutée par le biais des subventions d'exploitation reçues et par les agents. Donc, dans le compte d'exploitation, nous avons l'emploi, nous avons les opérations, nous avons les ressources. Donc, on va reconduire la valeur ajoutée qu'on a calculée dans le premier tableau. Ici, ça nous donne 700 milliards. Les subventions d'exploitation reçues, 50 milliards. Le salaire versé, la rémunération des salaires versés, ici, c'est 250 milliards. Il faut savoir aussi que les subventions d'exploitation, ce sont les aides octroyées aux agents économiques par l'État ou le reste du monde, généralement pour les pousser à diminuer les prix ou bien à mieux rémunérer les personnels. Voilà. Maintenant, les autres impôts indirects ici, c'est 80. Et le solde du compte d'exploitation, on appelle ça l'excédent brut d'exploitation. Ça va faire la somme des ressources moins la somme des emplois, ce qui nous donne 420 comme solde. Maintenant, nous allons passer aux agrégats économiques.
Dans les agrégats économiques, on commence par les agrégats de produits. Le premier agrégat de produit, on appelle ça le PIB, le produit intérieur brut. Donc, c'est la richesse créée à l'intérieur d'un pays au cours d'une année. Ce qu'on appelle le PIB, produit intérieur brut. Donc, c'est la richesse créée à l'intérieur d'un pays au cours d'une année. Généralement, quand on dit à l'intérieur du pays, on parle des agents résidents. À côté du PIB aussi, vous avez le PNB, qui est la richesse créée par les nationaux, donc qui est un indicateur beaucoup plus sollicité. En ce qui concerne le calcul du PIB, on peut calculer le PIB au prix du marché. On peut aussi le calculer au coût des facteurs. Maintenant, le PIB au prix du marché peut être obtenu en appliquant trois méthodes généralement, trois optiques. Vous avez le PIB au prix du marché. Dans l'optique du produit, on fera la somme des valeurs ajoutées plus la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, plus les droits de douane, moins la production imputée et le service bancaire. En ce qui concerne le calcul du PIB dans l'optique du revenu, on aura la rémunération des salaires versés par les agents résidents, plus l'excédent brut d'exploitation, plus les impôts indirects, moins les subventions d'exploitation. Et en ce qui concerne le PIB dans l'optique de la dépense, ça sera la consommation finale, plus la formation brute du capital fixe, FBCF, plus la variation du stock, plus les exportations, moins les importations. Ça, c'est un peu la situation du PIB en 2021 dans l'espace urbain. Le Mali était en troisième position avec 10 772 milliards en PIB nominal. Et ce qui concerne le taux de croissance, en 2022, prévision, le Mali est dernier. Donc en travaux dirigés, on viendra sur les raisons de ce positionnement du Mali. Parce qu'on sait que le Mali a connu beaucoup de sanctions, la CEDEAO, également la période Covid, et il y a beaucoup de chocs économiques qui expliquent cela. Maintenant, comme on calcule le PIB au coût des facteurs, très généralement, on enlève les impôts indirects et on ajoute les subventions d'exploitation. Donc, si vous voulez quitter le prix du marché pour aller au coût des facteurs, on enlève les impôts indirects, on ajoute les subventions d'exploitation. Vous avez également ce qu'on appelle le PNB au prix du marché. Donc, généralement, pour passer, n'est-ce pas, du PIB au PNB, on ajoute le solde de revenu des facteurs qu'on appelle généralement SRF. Maintenant, en ce qui concerne aussi, pour quitter du PNB au prix du marché et aller PNB au coût des facteurs, on retranche les impôts indirects, on ajoute les subventions d'exploitation. On peut aussi, en connaissant le PIB au coût des facteurs, on peut avoir le PNB au coût des facteurs. Il suffit juste d'ajouter le solde de revenu des facteurs. Ce solde de revenu des facteurs est composé très généralement du revenu de la propriété de l'entreprise et également de ce qu'on appelle dans le revenu de la propriété de l'entreprise, vous avez les actions et les obligations. Okay? Aussi de la rémunération des salaires qui est versée à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Maintenant, on va passer aux agrégats de revenus. Vous avez d'abord le revenu intérieur net au coût des facteurs. Donc, pour calculer le revenu intérieur net au coût des facteurs, on prend la rémunération des salaires versés, on ajoute les excédents bruts d'exploitation et ensuite on enlève les amortissements. Et pour calculer le revenu national au coût des facteurs, comme je l'ai dit, pour quitter vers un indicateur d'intérieur pour aller vers un indicateur national, on ajoute le solde de revenu des facteurs. Ensuite, on passe aux agrégats de dépenses. Quand on parle d'agrégats de dépenses, c'est généralement les dépenses en biens d'investissement et les dépenses en biens de consommation finale à l'intérieur du territoire. On les note généralement DIB, dépenses intérieures brutes, c'est égal à la consommation finale, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation du stock. On peut également passer du DNB au DIB. Donc, quand on a le DIB pour aller au DNB, on ajoute juste le solde de revenu des facteurs. En termes de remarques, très généralement en comptabilité nationale, le terme revenu et le terme produit sont synonymes, très généralement. En remarque 2 aussi, les agrégats au coût des facteurs et les agrégats au prix du marché ont un lien commun, les impôts indirects moins les subventions d'exploitation. Okay.
Également, en remarque 3, tous les agrégats intérieurs peuvent être transformés en agrégat national si on connaît ce qu'on appelle le solde de revenu des facteurs. Et en remarque 4, tous les agrégats bruts peuvent être transformés en agrégats nets si on connaît les amortissements. Donc, nous vous remercions de votre